Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Espace TV. C'est l'heure du 22h. Donc voici les principales articulations. La Cour constitutionnelle s'est enfin prononcée sur la demande de conformité à la Constitution du Code électoral révisé. Un acte qui juge conforme bien de dispositions du Code électoral et un invalide d'autres qui sont détachables de l'ensemble. Vous suivrez le développement de cet élément dans un court instant. C'est parti pour les examens d'entrée en 7e année. Les premières épreuves ont été lancées ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Candidats et encadreurs affichent beaucoup d'optimisme. Et puis au Sénégal, le numérique permet aux commerçants du secteur informel omniprésent de sécuriser leurs données. Après de longs moments d'attente, c'est enfin officiel. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sur la conformité avec la Constitution du Code électoral révisé. Le point de discorde, l'article 2 portant mode de désignation des responsables de quartier et de district n'a pas été rejeté par la Cour constitutionnelle. Bien d'autres points ont été jugés conformes à la Constitution. Toutefois, certains ont été invalidés. Les sages de l'institution souligne que les dispositions non contraires à la Constitution ou non écrites sont détachables de l'ensemble. Les réactions n'ont pas tardé. Hommes politiques, acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains s'accordent sur la tenue d'ores et déjà des élections locales. Reportage Djibril Ba. Il était longtemps attendu et c'est fait. Le code électoral validé par la Cour constitutionnelle laisse un sentiment de désolation chez cet homme politique. Même constat auprès de certains, malgré les voies de recours déposées au niveau de cette institution. Notre combat, c'est pour le peuple. C'est le droit élémentaire du peuple qui a été retiré. Par conséquent, ce même peuple doit comprendre que la décision qui a été prise n'est pas du tout favorable à Arnel. La première conséquence, c'est que notre recours n'a pas été examiné par la Cour par défaut de qualité, c'est-à-dire au vu des dispositions de l'article 83, seul le président de la République peut introduire un recours en contrôle de constitutionnalité pour les lois organiques. Déçus, mais tous souhaitent d'ores et déjà la tenue des élections locales. Pourtant, elles devaient avoir lieu au mois de février. Je pense qu'il est temps que nous regardions vers l'avenir parce que nous sommes pris par le temps. Le calendrier électoral est très chargé et le temps imparti est très limité. Ainsi, la victoire à deux formations politiques, le RPG et l'IFDG, pour Salou Bella, la décision de la Cour constitutionnelle a une portée considérable. On vous a toujours dit que les élections au bulletin secret au niveau des quartiers et districts sont impossibles à l'heure où nous sommes, étant donné le nombre de circonscriptions électorales, au plus de 4000, avec ce que le bulletin secret exige. Et donc, on ne peut pas. Le code électoral prévoit la désignation des présidents des conseils de quartier. Des vives voix se sont opposées pour sa validation. Il reste à savoir si le texte sera promulgué ou pas par le chef de l'État. D'une institution à une autre, cette fois avec la Commission électorale nationale indépendante qui n'en finit pas avec ses crises à l'interne. L'organe électoral traverse des orages qui minent son fonctionnement au point que ce lundi, une plénière devait se tenir, plénière pour statuer sur l'avenir de l'institution et celui de son président qui n'est plus en odeur de sainteté avec ses commissaires. D'ailleurs, ces derniers viennent d'établir un TDR avant d'enclencher le processus de sa destitution. Abdraman Ba, Amara Alex Silla. La Commission nationale indépendante traverse une crise depuis des mois. La majorité des commissaires reprochent au président de mal gérer les ressources humaines et financières de l'institution. Au nombre de 18, les commissaires réclament un audit des fonds alloués à la CENI chaque année. En principe, selon la loi, la CENI doit être auditée tous les ans parce que c'est de l'argent public. Il faut que le citoyen sache que sa contribution a été utilisée à bon escient. C'est pour cela que je dis que l'État aussi a sa part. Parce que la CENI n'est pas une institution qui est en dehors des autres institutions de la République. Elle doit être auditée tous les ans. Doutant de la volonté de Bakary Fofana à accepter leur exigence, les commissaires entendent user de toutes les voies légales pour amener leur président à fléchir. Alors, il l'a confirmé, mais nous voulons mettre de la forme dans nos revendications. C'est pour cela
nous nous employons à mettre sur place une TDR et la commission sera mise en place. Les frondeurs ne semblent pas vouloir baisser leur garde. Ils projettent l'application de l'article 17 au cas où ce dernier n'accédait pas à leur requête. Les commissaires vont passer à la vitesse supérieure, celle d'appliquer l'article 17, parce que c'est la loi qui nous concerne. Avec ces différents processus enclenchés par la majorité des commissaires de la CENI, le dénouement à cette crise ne semble plus loin. Les jours à venir s'annoncent cruciaux pour la CENI. Et puis, quelques acteurs de la société civile sont en concertation depuis ce lundi à cause de la crise qui règne au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Ils se disent peinés par rapport à ce climat qui provoque au sein de l'organe électoral. Je vous propose de suivre le président du CNOX au micro de Djibril Bar. Aujourd'hui, la CENI ne doit pas se donner un spectacle pour des problèmes pécuniaires. Nous aimerions bien comprendre ces éléments avant de prendre une position au niveau de la société civile. Au sortir de la réunion, il y aura une conférence de presse ou une déclaration sur cette crise-là. Mais en fait, il y a des éléments qui ont motivé la réunion. Premièrement, nous voulons que l'agenda électoral soit respecté. Parce que les locales doivent s'organiser 7 ans pour avoir de l'espace pour les législatives et les présidentielles. Comme annoncé dans les titres, les candidats à l'examen d'entrée en 7e année session 2017 ont affronté les premières épreuves ce lundi. Nombre d'entre eux rencontrés dans certains centres sont optimistes quant à l'issue de la première journée d'épreuve. Les encadreurs affirment que des dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Reportage Mamadou Kalisso, Mamadou Souma. Ces centres accueillent 232 candidats répartis dans 8 salles de classe. 16 surveillants, dont 8 femmes. À en croire les responsables, toutes les dispositions ont été prises pour éviter des fraudes. Candidats et surveillants sont prévenus. Toute tentative de fraude sera sévèrement punie. Il a dit qu'avant même qu'on démarre les examens, qu'il envoie ses plaintes dans tous les commissariats. Plainte contre X pour tentative de fraude. C'est-à-dire pendant qu'on n'a même pas démarré les examens, et pour tentative, c'est-à-dire même pas la fraude, mais tentative de fraude. Ça veut dire que tous ceux qui vont tenter, mon frère, vont s'exposer à des conséquences très lourdes. L'actualité oblige Conakry, capitale mondiale du livre, qui œuvre pour le redressement de l'éducation, était à l'honneur. Le sujet de rédaction portait sur la promotion de la lecture. Ce candidat réformule le sujet à sa manière. On a demandé qu'un de nos camarades de quartier qui ne sait pas lire, d'essayer de le convaincre pour qu'il essaye de lire. Cette autre candidate, visiblement satisfaite de sa réponse, a interpellé ses amis qui ne lisent pas en ces termes. Chers amis, une illettrée est inconsidérable en Guinée. Car si tu ne sais ni lire ni écrire, tu es inconsidérable. Tu ne peux être ni ministre, ni président. Il est aussi conseillé aux candidats de faire du sérieux dans leurs études, puisqu'il est impossible qu'un illettré occupe de hautes responsabilités, dit-on souvent. Bonne chance à tous et à toutes. Il s'agit de la maladie la plus répandue au monde avec 50 millions d'individus atteints. La journée mondiale de lutte contre cette affection s'est tenue ce lundi 19 juin. Il s'agit donc de la drépanocytose, maladie héréditaire. Elle ne se transmet à certains enfants que si les deux parents sont porteurs du gène. En Guinée, la drépanocytose est encore méconnue. Pourtant, la souffrance des porteurs de la maladie est sans appel. Cette journée qui est consacrée à sa lutte est donc une occasion pour le gouvernement et les associations de sensibiliser le grand public. C'est une maladie héréditaire caractérisée par une modification de la forme des globules rouges appelée hématite. Keita est âgé de 36 ans, diplômé en comptabilité, il est en couple depuis 1 an. Atteint par cette maladie de type SS, il ne peut se déplacer qu'à l'aide de ses béquilles. J'ai perdu la longueur de mon pied de 7 cm et j'ai perdu l'épaisseur de 5 cm. Et actuellement, je marche à l'aide des cannes. Et dans ça aussi, j'ai perdu mon emploi. Autrefois pompiste dans une station-service, son état de santé peu à peu dégradé a causé la perte de son travail. Confiant de ses capacités intellectuelles, Keita a eu le réflexe de mettre sur pied
une association pour la cause des personnes atteintes par la drépanocytose en Guinée. Le combat n'est pas facile. Ils prennent en charge beaucoup de maladies que nous connaissons, sida, palu, tuberculose. Mais en Guinée, la drépanocytose, elle est méconnue. Beaucoup ne s'intéressent pas à cette maladie. Mais pourtant, c'est une maladie qui fait plus de victimes. La maladie du jeune Keita ainsi que celle des autres que nous avons rencontrés au centre SOS Drépano est à un stade de complications redoutables. Cet état s'explique par la destruction de la tête de l'os du fémur. C'est le résultat d'évolution chronique prolongée du fait que la maladie se manifeste par des épisodes d'anémie, de chute de globules rouges. Donc, et quand la tête du fémur, qui est même chez le sujet normal, mal vascularisé, ne reçoit pas assez de sang, il se ramollit, il se ronge petit à petit et se détruit parfois et ça disparaît, ça se casse. Le centre SOS Drépano Guinée a de nos jours 1700 patients sous traitement. Cette maladie est très répandue dans le pays. 2 à 3% de la population en souffre dans sa forme maladie, 10 à 12% dans sa forme porteuse sainte selon une source médicale. L'ancienne secrétaire générale de la Mano-River Union a animé un point de presse ce lundi, l'objectif étant de parler des enjeux et des perspectives de l'Union de la Mano-River. Adja Saran Daraba est désormais remplacée par une Libérienne qui tient désormais les destinées de cette organisation sous-régionale. La présidente sortante est revenue sur ses acquis durant les 5 années passées à la tête de l'organisation, bilan entre autres marqué par l'assurance d'une certaine stabilité et le développement intégré réussi de la Mano-River Union. Mohamed Valek-Toré, Mohamed Alucène Kamara. Ce point de presse a pour objectif principal d'expliquer à la presse nationale et internationale les résultats engrangés durant ces 5 années passées à la tête de la Mano-River Union. Nommé en 2011, Adja Saran Daraba a pendant ses moments de fonction fixé des priorités avec ses pairs. La Guinée occupe le secrétariat général de cette union depuis presque 29 ans. Le principe que veut que le secrétaire général soit nommé pour 4 ans renouvelable une fois, ce qui veut dire un mandat de 8 ans. Donc la question logique qu'on pourrait se poser, pourquoi la Guinée est restée aussi longtemps? La réponse est simple, les autres pays se battaient quand la Guinée occupait le secrétariat général. La guerre du Libéria. Considérée par certains comme poumon écologique de l'Afrique de l'Ouest, l'Union Mano couvre aujourd'hui 750 km², environ 55 millions d'habitants. Grâce à sa politique agressive de communication, la secrétaire sortante a pu, durant la période d'Ebola, accumuler plus de 30 millions de dollars pour les membres de cette institution sous-régionale affectés par cette maladie. Des engagements ont été pris dans le cadre de l'emploi jeune. Les personnes qui ont visité Freetown, où se trouve le siège de l'organisation, et tout le bâtiment qui abritait l'Union était criblé de balles. C'est un vieux bâtiment de 6 étages qui était complètement gâté. Il y a seulement 3 ans que j'ai décidé de transférer le siège dans la zone diplomatique de Freetown à Sport-Loco. Il fallait recommencer à zéro, équiper le bureau, lui donner une consistance, renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles de l'organisation. Parlant des protocoles signés avec les institutions, Mano-River Union prévoit qu'aucune déstabilisation d'un État membre ne doit être acceptée par les autres. 33 unités conjointes de sécurité et de restauration aussi ont été mises en place. Adja Saran Daraba de la Guinée passe de témoin à la Libérienne Medina Wesh du Libéria. Un peu de politique dans cette édition d'information. Sanoussi Bantamasso du RPG Arc-en-Ciel a tenu des propos caustiques à l'égard de l'opposition et certains membres du gouvernement. C'était lors de l'Assemblée générale samedi dernier. Dans son allocution, le membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel fustige la manifestation projetée par l'opposition. Il est également revenu sur l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité. Plus d'explications dans ce décryptage signé Alceni Barry. Samedi, Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Devant un parterre de militants et de sympathisants, Bantama prend la parole.
Dans son registre de membre du parti au pouvoir, il a fustigé la manifestation envisagée par l'opposition, pointant du doigt les sections existantes à l'UFDG. Vous entendez de l'autre côté, section motard, section tempérée, section jeté de cailloux, section brûlée de pneus, section je ne sais pas quoi. Des gens qui doivent détruire un pays qu'on dit qu'il est derrière, un pays qu'on doit reconstruire, et ils veulent détruire. Poursuivant, il estime que le chef de file de l'opposition ne se soucie guère des préjudices subis par des citoyens victimes de manifestations. On parle de dédommagement des gens qui ont été attaqués ici. Au lieu que ceux qui ne se battent pour dédommager les gens, ils se battent pour trouver de l'argent pour se bérer. Il a eu de l'argent ici, en police, il n'a rien dit. C'est quand le PDN a parlé, il a commencé à faire le tour de la Guinée. Il s'est marié en coulisses avec son argent. Après, il dit, nous allons manifester. Alors, manifestez, nous vous attendons à pied ferme. Bantama est également revenu sur les incidents récents survenus au Parlement entre députés. Il demande aux députés de la mouvance de répondre coup pour coup à l'opposition. La dernière fois, Ousmane Gawal a insulté le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Je félicite les députés RPG, dont Nabé, qui a été à la hauteur de la mission qu'on l'a confiée. Quand les gens se comportent mal, comportez-vous mal vis-à-vis de lui. Dans son allocution, Bantama est aussi revenu sur le cas de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité. Il sollicite que les moyens soient mis à la disposition de cette structure pour le nettoyage de Conakry. Les petits malins qui se trouvent dans le ministère, qui ne veulent pas que cette agence fonctionne, arrêtez. Parce que vous ne le faites pas à Alpha Condé, vous le faites à la Guinée. À Demodola et Kaporora, dans la commune de Ratoma, un seul homme rame contre tous les principes de protection de l'environnement. Le remblai d'un cours d'eau dans le lit du marigot de Demodola bloque le passage donc de l'eau et pendant cette saison pluvieuse, cela constitue une cause d'inondation avec plusieurs dégâts collatéraux. Les autorités communales et le service de l'habitat sont pointés du doigt. Je propose de suivre le récit avec Kadja Diallo, Amara Alexila. Ce marigot traverse plusieurs quartiers de la commune de Ratoma. Nous sommes à Demodola. Ici, le lit du littoral est remblayé. Le mis en cause de cette violation des normes environnementales n'est autre qu'un nommé Samba Diallo. Et ce blocus du cours d'eau est la raison de ces dégâts dans ce secteur. Des clôtures tombées, suite au blocus du passage du cours d'eau engendrant ainsi des vagues qui peinent à se frayer leur chemin habituel. Des maisons construites anarchiquement dans le lit du marigot sont une causalité de cette situation alarmante des habitants de ce dit secteur. Et pourtant, la catastrophe aurait pu être évitée, n'eût été le laxisme de certaines autorités communales, de connivence avec certains agents de l'habitat, tous impuissants face à cet homme redouté dans le quartier. Nous, ici, l'environnement n'existe plus. L'écosystème est foutu par la complicité de certains élus locaux et de certains habitants de ce quartier de Moudoula. Il y a un monsieur qui se permet de venir. Là, on est arrêté, on est dans le lit de ce marigot. Il vient, il remblait, il revend. Il est soutenu parce que l'État n'existe pas ici. Dépité et sidéré, le voisinage a lancé un cri d'alarme pour mettre fin à cette situation connue de tous. Là, les dégâts que nous avons eus ici, regardez les populations. Incroyable. On dirait qu'on n'est pas administré. J'ai vu le chef de quartier il y a 3 semaines attirer son attention dessus. J'ai vu le chef secteur, j'ai vu toutes les autorités locales. Mais ça ne marche pas, on dirait que ça n'existe pas. Maintenant là, c'est quand on va mourir ici, qu'on va venir avec des sacs de riz, présenter les condoléances, dire bon voilà, salut à la Mamadou, à la Barale, c'est voilà. Ils ne se sont lassés de contacter les autorités politiques et administratives, espérant trouver une solution à cet épineux problème. La déception et la rancœur de ces nombreux chefs de famille sont grandes. Et l'État auprès de qui ils cherchent protection semble sourd. Silence radio, aucune mesure n'est encore prise pour dégager ce remblai, afin de donner libre cours au ruissellement du cours d'eau.
Synergie d'action des femmes de Guinée pour la protection de la promotion du genre, c'est un prélude au congrès panafricain des femmes prévu en octobre prochain à Conakry. Un rendez-vous d'envergure qui devra permettre aux associations de femmes d'avoir des financements pour la réalisation de leurs projets. Mariam Nabé, Yacouba Traoré nous font le compte rendu. Rencontre des femmes leaders ce lundi pour mettre en place les commissions d'organisation du Congrès panafricain des femmes prévu en octobre prochain à Conakry. Une synergie d'action est déclenchée pour la réussite de l'événement axé sur l'entrepreneuriat féminin. Les femmes entretiennent les entreprises sociales et solidaires. Il faut qu'on ait des femmes entrepreneurs de taille dans ce pays parce que les bénéfices des entreprises féminines sont injectées dans le social. Les femmes, c'est pour l'éducation, c'est pour la santé, c'est pour entretenir l'environnement, c'est pour la prise en charge familiale. Les associations féminines vont exposer leurs problèmes qui seront ensuite inclus dans un document. Ce sera une très grande opportunité pour les femmes guinéennes en général et pour ma corporation, ce sera une ouverture puisqu'on ne peut pas évoluer en vase clos. Nous avons déjà des programmes, mais c'est toujours bien d'avoir d'autres expériences venant d'autres pays. Et puisque ces femmes-là, il faut qu'on le concède, sont quelque peu en avance sur nous sur certains aspects, ce sera une très bonne opportunité pour nous pour échanger avec ces femmes-là pour que nous surpassons dans tout ce que nous sommes en train de faire pour le bien-être de notre pays et de notre famille. Et nous pensons en profiter au maximum pour ne pas rester en reste par rapport aux autres femmes du monde. Pour saluer la présidence du chef de l'État guinéen à la tête de l'Union africaine, la solidarité féminine veut s'affirmer à travers des projets porteurs. De l'autre coin, nous avons un projet de création d'un fonds d'appui aux initiatives des femmes. C'est ce fonds qui va nous aider à appuyer les initiatives des femmes. Un fonds plus ou moins libéral, avec moins de procédures de décaissement des fonds. Selon un rapport de la Banque africaine de développement de 2015 sur l'indice du genre et de l'égalité en Afrique, la Guinée est classée 48e sur 51, un rang peu honorable. Je vous invite à présent dans la capitale de la région forestière, précisément donc à Zérokeré, à la découverte du centre artisanal de la localité qui connaît d'énormes difficultés. C'est un élément que vous signe Mamadou Saliouba El Hadj Aliouba. À quelques mètres de la place des Martyrs est dressé l'Homme Mur, un centre dans une ville qui garde en son sein des multiples masques et symboles du pays. Avec ses objets d'art taillés à la main des professionnels, ces pagnes de la région teintées d'une main forte, ce centre, sorti des avantages de la fête tournante, est l'un des plus grands centres d'exposition artisanale du pays. Ici, l'on trouve tout ce qu'on veut et sur place, un souvenir. Des statuettes en bois et en bronze, des bouteilles d'écorce, le rêve de ces hommes va plus loin. Je suis venu apprendre quelque chose. Il faut que je rentre au pays pour aller montrer à les parents ce que je suis allé apprendre. Je viens, je mets les œuvres en valeur. Je crée, aujourd'hui en forêt, même des enfants, quand ils demandent Farafina, tout le monde connaît Farafina. Mais c'est quoi qui peut encourager mes amis encore jeunes pour venir faire ce que moi j'ai fait. C'est que si tant que moi je ne suis pas soutenu, parce que c'est mes propres frères, c'est mes propres moyens. Problème, c'est qu'ici les marchés ne vont pas bon train. À force de rester longtemps sans preneur, certaines statuettes ont perdu leur couleur, d'autres ont des fissures, preuve que ces hommes tirent le diable par la queue. On ne peut pas venir dans un centre comme ça voir les artisans et que les artisans, tu viens les trouver, ils n'ont même pas 500 francs pour payer de l'eau. Si ce n'est pas le courage, ce n'est pas facile. Du raffia à la décoration, aucun des artisans ne sourit. L'État a construit le centre et a oublié toute promotion derrière. Une politique que Loa et son équipe, un peu à l'aise avec le pilon, les écorces et la maquette, n'apprécient pas. Ça ne va pas en Guinée. On n'a pas assez de clients. En Guinée, ce sont les touristes qui accordent beaucoup plus d'importance aux objets d'art. Mais le tourisme étant malade n'encourage personne et ce sont les artistes qui pleurent en premier. Et puis le chef de l'État, le président Alpha Condé, a bien voulu recevoir les imams de la République de Guinée venus de la capitale et de l'intérieur du pays à l'occasion donc de ce mois saint de Ramadan pour une rupture du jeûne. C'est un élément signé Mamadou Babila Keïta.
Cette rencontre du président de la République avec les chefs religieux en islam a été organisée par le secrétariat général des affaires religieuses. Ce sont des autorités religieuses, des imams et des califes, au total 108 personnes issues des inspections régionales, des secrétariats préfectoraux, communaux des affaires religieuses et les mosquées centrales dans les 33 préfectures du pays et les 5 communes de Conakry à recevoir cette invitation. Je vous informe, Excellence, sur le président de la République, que cette année a connu la présence de Karamo Solo Sidibé de Kankan sur votre invitation. Le professeur Alpha Condé a invité les religieux à promouvoir la culture de la citoyenneté, de la paix et de l'unité des Guinéens pour la stabilité du pays. Il leur a par ailleurs rappelé ces quelques projets en vue et ses ambitions pour le développement du pays. D'abord, c'est un grand honneur pour moi que tous les grands imams de ce pays viennent à la présidence. Mais vous pouvez vous prendre en disant que c'est une fois par an. On va essayer de remédier à cela. Aux chefs religieux de prier pour la paix, le développement du pays et pour le président de la République. Ces invocations et implorations ont été confiées à l'érudit de Kankan. On a remarqué deux choses ici. On a vu que le président en personne s'est levé pour nous servir à manger. Dieu le bénira à cause de ce geste. Nous prions Allah de veiller sur lui. Notre souci actuel, Monsieur le Président, c'est l'insécurité et le mauvais fonctionnement de la justice. Que Dieu permette que cela change, qu'il protège la Guinée de ses ennemis, qu'il satisfasse votre souci et celui du peuple de Guinée. En retour, le chef de l'État a aussi béni pour ses hôtes et pour l'entente des Guinéens. Cette rupture des gènes a été clôturée par un don de véhicules à chacun des inspecteurs régionaux des affaires religieuses et aux premiers imams des mosquées centrales du pays. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette édition d'information. Cadrage pour voir Bokoria Kourma, Amara Alexis là était présent, à la régie Richard Lama, le tour sur la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente sur le programme, notre compagnie sur Espace TV. Regardons bien.